Bonjour et bienvenue à ces magazines de la santé sur la télé haute définition. Merci en tout cas de me rester fidèle. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un gynécologue obstétricien. Il s'appelle le docteur Songabao. Avec lui, on va parler d'un fléau. Il s'agit de cancer du col. Nous parlons bien sûr du col utérin. Il est gynécologue obstétricien. Avec lui, on va débattre sur ces points. Je m'en vais déjà saluer mon invité parce qu'il est déjà sur ces plateaux. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste Nadine. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, quelle est votre impression par rapport à l'émission que vous ouvrez aujourd'hui? Bon, je suis venu pour échanger avec notre population et je pense que je suis de passage à Kinshasa parce que je n'habite pas ici. Je suis gynécologue obstétricien, puis j'ai aussi un intérêt particulier sur l'assistance médicale, les problèmes médicaux légaux pour les interventions des clients et l'État. Alors, on va en parler de ça tout à l'heure, mais parlons d'abord de notre sujet du jour. Est-ce que théoriquement, on peut déjà localiser les corps utérins? Oui, le col utérin, logiquement et puis anatomiquement, c'est un peu localisé. C'est la partie inférieure de l'utérus. L'utérus, c'est la matrice où on garde le bébé jusqu'à l'accouchement. Et puis, c'est la partie interne qui est dans le vagin. Pour visualiser ça à l'œil, vous ne pouvez pas voir, à moins qu'il y ait un problème. Par exemple, au cas de le prolapsus génital, alors là le col vient à l'extérieur. Normalement il faut passer un spéculum et vous pouvez identifier le col, vous pouvez faire n'importe quoi que vous pouvez faire sur le col utérin, mais normalement à l'œil nu vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, mais il a quand même une fonction. Oui, le col utérin a quand même joue quand même un grand rôle anatomiquement et puis physiologiquement et puis au niveau de la reproduction. Bon, je dirais que au niveau par exemple de la sexualité, ça joue quand même un rôle parce que ça participe aussi au niveau de l'orgasme. Ça produit aussi de la glaire pour lubrifier le canal vaginal. Et puis le corps, nous savons que ça a aussi participé pendant la grossesse. Il y a des changements. D'abord, au niveau de la conception, c'est le passage obligé d'abord des spermatozoïdes pour la fécondation. Non, pas la fécondation surtout, mais c'est le passage obligé parce qu'il y a beaucoup de réactions qui se passent au niveau du vagin, au niveau du corps, pour que les spermatozoïdes aient la capacité d'aller pour féconder l'ovule. Bon, il y a des changements aussi, on peut déjà diagnostiquer des changements au niveau du corps qui peut identifier que la femme est déjà enceinte. Pendant l'accouchement, nous savons que le corps joue un grand rôle, donc c'est ce qui nous permet pour voir le progrès de travail avec d'abord mesurer est-ce que la femme est prête à accoucher. On appelle ça le Bishop score, le score de Bishop. Là où on prend la position, la longueur du corps, la consistance et la dilatation. Mais là, il faut placer quand même un spéculum. Non, c'est par toucher vaginal. Ah, ok. Là, c'est par toucher vaginal. Aussi, quand on suit ça pendant le travail, donc on peut suivre la dilatation. Là, on se dit que oui, la femme a déjà commencé à avoir des contractions. Et les contractions fait que le col va s'ouvrir, ça s'élargit jusqu'à 10 cm et là permettre le bébé à passer trop. 10 cm pour une femme multipare et aussi... Non, toutes les femmes. Toutes les femmes, c'est 10 cm. C'est la dilatation complète, c'est à 10 cm. Mais il y a une différence dans le progrès du travail. Pour les femmes qui accouchent pour la première fois, la dilatation est un peu plus lente par rapport à ceux qui ont déjà accouché. C'est à plus ou moins 1 cm par heure pour les femmes qui accouchent pour la première fois. Et pour les femmes qui ont déjà accouché, on se dit qu'autour de 1 cm à 2 cm par heure. Donc cette différence-là aussi peut déjà donner aux cliniciens une idée pour calculer en moyenne combien de temps restera la femme pour arriver à la dilatation complète et
à l'accouchement. On va parler de ça tout à l'heure, mais revenons à notre mouton, nous parlons des cancers de col. Est-ce que c'est vraiment une réalité ici en République démocratique du Congo? Est-ce que la femme est informée? Bon, je pense qu'il y a un programme du gouvernement national, et que, à ce que je sache, avec le programme de le dépistage du col, et puis la gynécologie oncologique de la femme au Congo. Avec, je pense que le docteur Soulou, il est le président de cette commission-là. Il y a un programme. Je pense que l'information est là, mais n'a pas pénétré toute la couche du pays. Et il faudra un effort considérable. Alors, quelles sont les stratégies également Les stratégies, c'est un problème de la santé publique. Les stratégies doivent être d'abord au niveau de l'information. Et l'information peut être individuelle, peut être collective et aussi au niveau de la nation. Donc, un programme du gouvernement qui doit s'atteler massivement pour informer la femme. Parce que, vous savez, le cancer du col, c'est d'abord un problème de prévention. Et la prévention vient avec l'information. Et il y a des pistes que nous devons suivre pour essayer de dépister le cancer du col. Alors, il y a une femme qui nous regarde pour la première fois. Elle se dit, juste une définition très simple. Le cancer du col, c'est quoi au juste? Bon, le cancer du col, c'est quoi? C'est un cancer, c'est un développement anormal des cellules, des cellules cancéreuses, des cellules malignes, qui au niveau du col, avec des précurseurs, qui peuvent aller jusqu'à un cancer du col. Donc c'est un développement anormal, une multiplication anormale des cellules, et ces cellules-là qui détruisent le col, d'abord au niveau local, ça peut aller au niveau loco-régional, donc au niveau des organes autour du col, donc y compris le vagin, le col et l'utérus. Ça peut aller même à distance, qu'on appelle des métastases au niveau des poumons, au niveau des os et tout ça. Donc c'est un problème démographique, un problème très très serré, parce que ça a quand même une mortalité considérable. Et surtout pour mon cas, avec mon exercice, avec le contact que j'ai au Congo, c'est les compatriotes qui arrivent là-bas, ils sont toujours à un stade très avancé. Oui. Alors, quels sont les facteurs favorisants de ces flux? Bon, d'abord, je préférais qu'on puisse déjà parler d'abord. Donc, les facteurs favorisants, c'est quoi? Donc, les facteurs de risque. Facteurs de risque, les causes. Les causes. Bon, facteur de risque et la cause, ce sont deux choses différentes. Donc la cause, nous sommes bien définie pour le moment, c'est le HPV, donc Human Papillomavirus, c'est le virus du papillome humain. Bon, alors ce virus-là, il y a beaucoup de sérotypes, donc beaucoup de sous-titres, je pourrais dire, pour la compréhension normale. Alors, mais ce qui est reconnu le plus, c'est les virus type 16 et 18. Et puis il y a aussi le non 16 et le non 18. Mais il y en a plusieurs aussi, ça peut aller les type 35, 55. On va parler mais ce qui est reconnu, c'est ça. Alors, ces virus-là, c'est beaucoup plus transmis sexuellement. C'est comme ça que nous disons que désormais que le cancer du col, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc l'homme... Après les recherches, bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, je ne vais pas aller sur la pathogénèse, la microbiologie et tout ça. Mais bref, donc le HPV, de Human Papillomavirus, donc le virus, ce virus-là, 16 et 18, c'est ce qui est vraiment reconnu dans le monde entier pour le cancer du col utérin. Alors, en ce qui concerne, maintenant je disais que l'homme peut être le réservoir. Bien sûr, aussi c'est connu que l'homme peut aussi développer le cancer du pénis. Mais c'est un peu plus rare par rapport à la femme, suite à des changements hormonaux, des changements biologiques au niveau du col. Alors ces changements-là, il y a un endroit très sensible au niveau du col, on appelle ça la zone de transformation. Alors cette zone de transformation est très très sensible. Alors c'est là où tous les échanges se passent, tous ces changements se passent pour que quand vous ne traitez pas à temps, quand vous dépistez pas à temps, ça peut aller jusqu'au cancer du col. Bon, parmi les facteurs favorisant madame, dans les facteurs de risque, nous avons parlé de commencer les rapports sexuels très tôt.
Alors, vous savez que... Pour la jeune fille, par exemple, commencer les rapports sexuels très tôt, c'est déjà un problème à l'âge déjà de moins de 15 ans. Donc, vous êtes déjà à risque. Mais si vous commencez très tôt, donc la chance est que vous aurez des partenaires multiples. Donc ça, c'est le deuxième risque. Quand vous avez des partenaires multiples, vous avez aussi ces risques-là. En plus, les conditions socio-économiques, nous avons vu que la plupart de cette maladie, ça se passe dans le milieu où dont la femme est dans une situation économique pauvre. Pourquoi? Parce que au-delà de cela, elle n'a pas accès au dépistage au début. Donc elle n'a pas accès à ça. Donc nous avons parlé aussi parmi les facteurs de risque, par exemple l'alcoolisme, les gens qui fument, et puis surtout les problèmes quand la femme ne fait pas le dépistage. Tu vois, avec le papa Nicolas, c'est un texte bénin. Mais vous allez entendre que les gens vont parler, non, il y a beaucoup c'est douloureux tout ça. Alors c'est un test bénin. Qu'est-ce qu'on fait avec votre spéculum? On va au niveau du col, on prend un peu de frottis au niveau du col, on va au laboratoire, que sous microscope, on pourra déterminer exactement c'est quel type de... est-ce qu'il y a déjà des anomalies? Parce qu'à l'œil nu comme ça, vous ne saurez rien voir. Pas, oui. Donc il faut faire ce test-là. Mais maintenant, avec les technologies actuelles, c'est que nous faisons là-bas, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on prend ça? Si les résultats reviennent de frottis, ça nous dira que non, vous avez des changements qui peuvent aller, donc vous avez une dysplasie ou la néoplasie. Donc ces changements-là, on va vous dire que vous avez ça, et ça peut confirmer aussi que ces changements-là sont causés par les HPV, dans le virus. Alors chez nous, on ne peut pas se limiter à ce niveau-là. On peut directement aller là où il y a des laboratoires avancés, on peut déjà déterminer quel type de virus. Alors c'est à ce moment-là qu'on découvre que ça peut nous dire déjà que c'est le virus 16, ou bien le virus 18, ou bien le non 18 ou non 16. Mais alors de l'autre côté, ça peut vous dire aussi non, il n'y a rien. Donc pratiquement, nous allons savoir, ça peut vous dire que c'est le type 6 ou 11 qui peut donner la maladie non cancéreuse qu'on appelle le condylome. Alors, puisque vous parlez de dépistage volontaire, bien sûr, on peut le classifier comme ça, dépistage volontaire. Alors, combien de fois il faut voir son gynécologue? Bon, le gynécologue, nous pensons pour le cas de dépistage, on se dit déjà que c'est toujours mieux de voir le gynécologue quand vous avez commencé le rapport sexuel. Alors maintenant, c'est un problème avec la société pareil que nous avons avec le temps qui court. Donc la jeune fille exposée avec les circonstances actuelles, environnementales de la société, il commence le rapport sexuel un peu plus tôt. Est-ce que je disais que le danger c'est quoi? Parce que nous avons remarqué que dans les études, que quand vous avez contracté le virus cancéreux maintenant, ça peut prendre, donc c'est la variation, c'est entre 7 à 15 ans, avec moins de 10 ans. Okay. Donc vous voyez que si déjà la jeune fille a déjà un virus qui est cancérigène, donc s'il ne fait pas examiner par un gynécologue, par exemple elle fait des rapports à 14 ans, bon, elle ne se fait pas examiner par un gynécologue parce que donc elle a la chance d'avoir déjà un cancer déjà autour de 14 plus 7, ça c'est le minimum à 21 ans, et nous avons des cas pareils, et ça peut aller un peu plus, 14 plus 15 donc à 29 ans. Alors si tu avais des changements avec le taux d'immunité qui est réduit, avec le VIH, les gens qui se donnent maintenant la drogue et tout ça, tous ces facteurs ensemble peuvent précipiter que la femme peut atteindre mais on dit que avoir le human papilloma virus, donc les HPV, ce n'est pas nécessairement que tu dois arriver à un cancer, parce qu'il y a le stage 1, il y a le stage 2, le stage 3, mais à chaque niveau, nous connaissons toutes ces femmes-là que ça peut régresser. Alors, donc il y a des... il est détecté à temps. Oui, non, ça peut régresser, même au stage 3. Maintenant, on a vu que si vous suivez ces patientes-là, ça peut régresser. Mais à la condition que pendant tout ce temps-là, il faudra qu'il y ait un suivi régulier. Alors, et vous faites aussi
et le frottis en même temps et les HPV. Donc frottis comme contrôle. Contrôle, chaque rendez-vous. Contrôle. Moment, en ce qui concerne, peut-être on va arriver au traitement, je ne vais pas anticiper, mais nous disons déjà que, par exemple, tous les 3 mois, 6 mois, il faut faire ces contrôles. Si on a déjà dépisté, c'est là quand vous faites le suivi pour le traitement. Alors, c'est ça, je ne sais pas ici au pays si tout s'est fait de cette façon-là. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quand même des signes annonciateurs qui démontrent que la femme elle est déjà atteinte, des signes qui vont pousser également la femme à aller consulter un gynécologue? Normalement, à un stade de début, il n'y a pas de signe, donc tout est normal. Mais c'est à un stade beaucoup plus avancé qu'il y a des symptômes, qu'il y a des signes. Les signes, c'est comment vous pouvez avoir, bon, je vais énumérer ça comme ça, vous pouvez avoir donc des perturbations des règles, quelqu'un qui est en train de saigner après avoir vu les règles normales, vous pouvez avoir même des saignements après le rapport sexuel, vous allez avoir des pertes vaginales qui sont malodorantes, et vous pouvez avoir même des pertes offensives, même des pertes qui sont associées avec un peu de sang. Alors, vous avez des douleurs abdominales, vous avez des douleurs au niveau du dos, et puis ça dépend maintenant s'il y a des métastases. Là, ça dépendra de là où tous ces organes-là sont atteints. Et vous pouvez avoir, par exemple, au niveau des poumons, vous pouvez avoir que, par exemple, vous touchez du sang, vous avez par exemple l'hémoptysie au niveau des os, il faut avoir des douleurs des os et même des fractures pathologiques. Donc ça dépendra de quoi est-ce que ça peut, mais en général, au début, il n'y a pas de symptômes. Mais quand vous avez les symptômes, ça veut dire que vous êtes déjà à un stade beaucoup plus avancé. Alors, parlons des stades. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique? C'est selon les stades bien? Oui. Il y a, selon les stades, il y a un traitement, c'est au niveau des stades. Alors, donc, au niveau des stades, il y a un traitement. Nous avons 4 stades, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le plus de détails jusqu'à stade 1. Donc à ce moment-là, nous pouvons toujours traiter. Et le traitement, avec le principe du cancer, c'est quoi? Quand il y a un cancer, maintenant on se pose la question, on peut traiter ça chirurgicalement? Pourquoi on traite chirurgicalement? C'est parce que nous voulons enlever déjà le gros morceau, la partie qui est concernée. Comme ça, quand on réduit le volume des cellules cancéreuses, là on peut entamer notre traitement que nous allons discuter tout de suite là. Alors, donc c'est d'abord la chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait? La chirurgie, ablation du col. Bon, la chirurgie, d'abord dans le cas de dépistage, parlons un peu de dépistage là. Des confirmations. Il faut d'abord confirmer le diagnostic. Bon, le diagnostic peut être confirmé par faire. Si vous avez la lésion, il faut faire une biopsie et vous envoyez à l'histopathologie qui va vous donner le résultat, parce que le type de cancer aussi est nécessaire pour le traitement. Alors deuxièmement, vous pouvez dans le dépistage, quand déjà une anomalie au niveau de Papa Nicolas, au niveau du frottis, c'est alors là vous décidez de faire par exemple la conisation. La conisation, c'est quand on identifie avec l'appareil qu'on appelle colposcopie. Il y a une magnification on voit ça, on peut déjà identifier les endroits là où il y a les cellules cancéreuses. Non, on ne voit pas les cellules cancéreuses, mais des changements. On peut déjà aller faire une biopsie, ou bien on peut faire une grande biopsie en faisant la conisation, ou bien les LEDs. Donc on va couper au niveau de des zones de transformation. Si vous enlevez ça, donc la malade, et vous incluez toute la partie qui est déjà malade, à ce moment-là, donc ça va quoi. Donc au niveau, s'il y a maintenant un cancer, c'est que je disais qu'on peut faire ça à un stade jusqu'au stage 1. Qu'est-ce qu'on fait effectivement? On peut faire aussi une trachélectomie, c'est-à-dire on peut couper pour les femmes qui ont besoin encore de jeunes, qui peuvent encore avoir besoin de la reproduction, de la conception. On coupe la bonne partie du col et
on continue à faire le suivi des malades. Ça dépendra de l'histologie. Ça nous dit que tout a été enlevé et il n'y a pas de signes de métastase au niveau, donc on appelle ça une invasion au niveau des systèmes lymphatiques. Donc c'est ce qui est aussi très très important. Alors il y a ces femmes, après avoir enlevé la partie du col, mais ça doit être la bonne partie du col, on a eu aussi des grossesses après ça. Bon, mais si c'est déjà un stade où on ne peut pas faire ce traitement localisé, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut faire quoi ça? Une hystérectomie. Okay. Bon, maintenant, ça dépend de l'âge de la femme. Hystérectomie, il faut enlever la matrice. Il faut enlever la matrice. Le trompe, tout ça là. Non, pas nécessairement. Hystérectomie partielle ou totale, il faut vraiment préciser. Bon, ça dépend de ce que je disais des stades. C'est ce qu'on peut enlever. On peut enlever la matrice et le col. Et si c'est la jeune fille, on peut toujours laisser les ovaires. Parce que les ovaires ne sont pas concernés s'il n'y a pas de... Mais souvent, c'est à un stade beaucoup plus avancé, on peut faire quoi? On appelle ça le vertème. Là, c'est une hystérectomie radicale. On peut faire vertème simple ou bien avec la recherche des lymphatiques, des systèmes lymphatiques avec des nodules. Là, on fait enlever ça pour que on va envoyer la malade pour les autres traitements, soit la radiothérapie, la chimiothérapie, mais la chimio-radiothérapie. On peut faire aussi dans ça, la radiothérapie, nous avons la brachythérapie ou bien la téléthérapie. Donc tout ça, il y a beaucoup de techniques utilisées, même la cryothérapie. Là, on peut utiliser le froid pour détruire toutes ces cellules-là. Alors, maintenant, ça dépendra de l'extension parce que de la maladie. Si la maladie est localisée après le résultat, donc le traitement chirurgical en un seul suffit. Mais s'il y a déjà il y a une invasion lymphatique, là il faut toujours ajouter une chimiothérapie ou À quoi consiste ce traitement de la chimiothérapie? Bon, il y a des produits qu'on utilise, il y a des médicaments qu'on utilise. C'est comme ça que nous parlons de la chimiothérapie. Il y a beaucoup de médicaments sur, je ne sais pas, il y a des schémas qu'on utilise pour traiter. Alors c'est aussi très coûteux. C'est comme ça que vous voyez, même de là où nous exerçons, que c'est un problème de santé publique. Donc le gouvernement organise que ces gens-là, il y ait des centres au niveau universitaire où on traite spécifiquement toutes ces patientes-là. Et bien sûr en privé aussi. Alors, puisque nous parlons des femmes, docteur, les femmes connaissent un problème très délicat, des IST, des infections sexuellement transmissibles à répétition. Il y a certaines personnes qui disent qu'il n'y a que les calmants, il n'y a pas un traitement curatif. Est-ce que c'est vrai? Les maladies sexuelles. Cela ne peut pas engendrer également des cancers du col. Non, comme j'avais dit que le cancer du col, maintenant, désormais classifié comme une maladie sexuellement transmissible. Donc ça fait aussi parmi des maladies sexuellement transmissibles. C'est pas exclu avec la promiscuité, j'ai dit, vous pouvez avoir d'autres maladies sexuellement transmissibles, mais par exemple quand une femme a une gonorrhée, la gonorrhée ne va pas causer un cancer du col, mais la présence d'une autre maladie qui est là, ça peut faire que la maladie progresse un peu plus. Et vous voyez que dans ces circonstances-là, nous avons dit qu'on voit beaucoup plus, par exemple, de changements avec HPV chez les femmes qui sont immunosupprimées avec le VIH, mais qui ne sont pas encore malades. Mais ces gens-là n'ont pas encore un cancer. Mais nous voyons qu'il y a quand même un taux très élevé au niveau. Donc, ça dit que les autres maladies sexuellement transmissibles peuvent être associées avec un taux, avec une incidence très élevée de changement avec le HPV. Bon, vous êtes gynécologue obstétricien. En observant également la santé publique ici dans notre pays, avons-nous une meilleure prise en charge de toutes ces femmes qui sont malades? Bon, je n'ai pas compris la question. Est-ce que nous avons une meilleure prise en charge de toutes ces femmes qui sont malades? Bon, je ne saurais pas juger parce que je ne travaille pas localement.
Mais nous savons que dans les conférences que nous participons et tout, bon, surtout avec l'avènement de l'AFMED, parce que je suis membre. On parlera de ça également, AFMED. Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué, que quand il y a des présentations au niveau local, donc il y a un problème, il y a beaucoup de challenges au niveau de la prise en charge de nos concitoyennes ici au Congo. Donc il y a un programme qui n'est pas aussi actif déjà pour prendre en charge tout ça. Même le système de dépistage, il y a quand même un effort qui s'est fait, mais ce n'est pas totalement suffisant. Alors maintenant, ce que je vais demander aux amis et collègues qui travaillent ici, bien sûr, ce n'est pas la meilleure façon. Mais il faudra aussi considérer ce qu'on appelle le dépistage opportunistique. C'est-à-dire quoi? Quand une femme arrive en consultation, même si elle est venue pour un problème de perte vaginale par exemple, proposer obtenir le consentement de la malade pour faire un frottis. Ça c'est un dépistage d'opportunité, de vous saisir l'opportunité parce que la femme est là, sur place. Vous voyez? Donc c'est cette façon-là. Ça aussi, ça peut déjà aider. Mais alors en privé, il faut avoir des moyens. Bon, je ne sais pas le coût général de ces dépistages ici pour avoir. Bon, chez nous, surtout en privé, donc du moins, chez l'État c'est gratuit, mais en privé, surtout de 155 rand, donc vous divisez surtout de $1 pratiquement. Vous voyez, donc avec $1, donc la femme là qui arrive, elle peut faire le dépistage et que vous la suivez en privé. Donc ici, je suis convaincu, et parce que je suis informé, qu'il y a un programme national qui existe. Il y a des commissions qui existent. Mais il faudra que le gouvernement puisse considérer l'implémentation de ces programmes-là. Parce que jusqu'à présent, nos malades meurent encore du cancer du col, alors qu'on peut faire un bon dépistage avec le frottis du col que j'avais déjà énuméré avant. Alors docteur, vous ne travaillez pas ici, vous travaillez en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors combien de femmes vous recevez déjà qui souffrent de cancer du col, s'il faut faire des statistiques? Bon, vous savez, la médecine privée, c'est, comme j'ai dit là, que toutes les femmes qui arrivent, il y a beaucoup de chances qu'on fait ces dépistages. Nous avons beaucoup de cas de maladies au niveau là où il y a déjà un changement avec un dépistage précoce, non pas au niveau de la maladie, comme j'avais dit là, le stade de changement là au niveau de la dysplasie ou de la néoplasie. Donc nous voyons le stage 1, 2, 3, que si pas traité, ça va. Donc on dépiste déjà à ce niveau là. Voilà. Alors comme nous savons aussi qu'on peut déjà faire aussi ce qui est important chez nous, il y a maintenant un programme toujours dans la lutte contre le cancer du col, de la vaccination. Il y a aussi la vaccination? Oui, tout à fait. Et puis... ici au Congo, nous parlons de... Je pense que quelqu'un m'avait soufflé, mais je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment une pratique courante comme dans les autres mondes qui a une médecine quand même évoluée. Bon, et puis le pouvoir d'achat. Oui, c'est très important. Il y a les vaccins les plus reconnus, il y en a 2. Donc le Gardasil, c'est un vaccin quadrivalent où on donne déjà, on peut aller même jusqu'à l'âge, on demande de l'âge de 9 ans à 26 ans. Voilà. Alors, et puis on peut vacciner la jeune fille et le jeune garçon. Alors, pourquoi vacciner le jeune garçon, comme je vous ai dit, il peut être les précurseurs, les porteurs, mais qui ne veulent pas la maladie. Alors, avec le changement au niveau de la femme, c'est la femme qui développe beaucoup plus la maladie. Alors, si vous vaccinez déjà la jeune fille, quand elle va être en contact, elle ne pourra pas avoir... C'est une vaccination comme la tuberculose, comme les autres vaccins du monde. Mais le problème est que donc, le quadrivalent, c'est pour les 16 et le 18. Et puis, ça aussi protège le 6 et le 11 pour le condylome. Alors nous avons un Cervarix, là c'est bivalent, c'est pour seulement les 16 et le 18. Alors quand vous avez vacciné, vous savez que vous avez déjà garanti et ça. Mais pour les gens qui ne sont pas vaccinés, et quand vous faites les pap smear, ces femmes-là ne sont pas
infectés, ils n'ont pas un frotté anormal, vous pouvez toujours vacciner à n'importe quel temps. Alors, parlons de vous maintenant. Je disais tout à l'heure qu'au début de cette émission que vous êtes gynécologue obstétricien, vous ne travaillez pas localement, vous êtes en Afrique du Sud. Alors, vous regagnez notre pays pour travailler. Quelle est votre vision par rapport à la santé publique? Bon, la vision, je vais parler d'abord au niveau personnel, oui. Avec mes ambitions personnelles. Je dirais qu'il y a quand même, maintenant là, on est bien outillé pour venir servir le pays. C'est comme ça que depuis que je suis membre de l'AFMET, je n'ai jamais manqué à une seule conférence. Depuis plus de 5 ans, je reviens au pays pour donner ma main dans la réalisation de ses rêves, qui doit être la protection de la femme et aussi voir un peu les opportunités, comment est-ce que nous pouvons nous impliquer. Et vous savez que c'est pas comme les autres maladies, la gynéco-obstétrique c'est beaucoup plus localisé. Donc transférer une femme ici pour venir accoucher, par exemple chez nous là-bas, avec problème de visa, avec problème de frais et tout ça, c'est déjà, ça devient un peu plus un luxe. C'est comme ça que partout dans le monde, vous allez voir que c'est un problème localisé. Les femmes accouchent dans leur pays d'origine, mais parfois il y a des transferts qui s'effacent pour des raisons, par exemple, s'il n'y a pas de l'infrastructure ici, en cas de cancer, des choses comme ça. Mais nous avons un plan que nous avons en tête. Nous avons un plan en tête et c'est le moment. Vous quand même dévoilé, hein? Le plan en tête, s'il y a un plan, j'aurais toujours, ça c'est mon rêve, avoir un hôpital moderne gynécologique pour le pays. Et nous sommes déjà en train de faire toutes ces démarches-là. D'abord, il faut acquérir là où l'hôpital va être érigé, que nous avons déjà acquis. Bon, et puis organiser la structure en général, donc papier administratif et tout ça, ça c'est la deuxième étape que nous devons entamer pour avoir la permission de contacter les autorités et puis commencer. Mais ça c'est sérieux. J'ai toujours rêvé d'avoir un hôpital gynécologique pour que, avant que je m'en aille en retraite. C'est vrai. Vous parlez aussi de l'AFMET, c'est quoi? L'AFMET, c'est une association des médecins et les amis des médecins, donc de la faculté de médecine, dans tous les alumni, dans tous les anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Donc il est d'office membre, mais vous devenez membre effectif, c'est quand il y a des cotisations, quand vous participez. Donc je salue les amis qui sont dans les différents pays et qui apportent leur pierre pour que l'AFMET soit une réalité. L'AFMET a beaucoup déjà fait pour, je pense que ce sont les 10 ans, si je me rappelle, que l'AFMET a commencé, mais en réalité, dans les actions concrètes au niveau de la visibilité, c'est dans les 6 ans passés que nous avons assisté le département. Et pourquoi ça a réussi? Parce qu'il y a de bons citoyens, de bons médecins qui se sont investis pour la cause de la médecine. Là où il y a des échanges entre la médecine d'ici au Congo et les espérances d'ailleurs. Et aussi au niveau de la faculté, où le doyen de la faculté a été très très réceptif avec l'idée et il a ouvert les portes. Alors, comme ça, nous sommes ensemble, on discute et il y a des dons qui arrivent, il y a un échange de la technologie et puis l'échange d'académie qui se passe entre la médecine d'ailleurs et la médecine qui se passe ici au pays. Donc, je suis fier, mais je préférerais que la chose continue pour qu'on puisse aboutir à nos objectifs. Merci en tout cas d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, vous ne travaillez pas localement, mais s'il faut vous consulter, il faut passer par l'hôpital. Bon, ben moi j'ai... Vous avez quand même un cabinet personnel? Oui, mais pas ici. Je suis à Pretoria et je travaille en privé, mais j'ai aussi, je donne aussi cours part-time à l'université, là où j'ai étudié mes Dunsa, toujours à Pretoria. Je suis à Louis Pasteur. Bon, je sais pas, il y a notre email, c'est info. Donnez quand même, donnez. Voilà, info est Dr. Songabao
Bon, nous avons aussi notre numéro de téléphone, c'est le point 27 12, le plus 27 12 et 33 66 029. Donc, ils sont les bienvenus et puis elles sont les bienvenues aussi pour nous contacter. Et nous avons aussi un website www.drsongabao.co.zt. Merci beaucoup, docteur. C'est docteur Songabao, lui, des gynécologues. Je ne pourrais pas terminer, madame, pour saluer ma maman. Je suis aussi au pays. Allez-y. Vraiment, je salue ma maman, qui est encore vivante. Elle a maintenant 87 ans, bientôt là, 88 ans. Alors, cette dame qui est vraiment qui a fait tout pour nous. Comment elle s'appelle déjà? Pardon? Comment elle s'appelle? Maman Petronile Kwabao. Alors, avec toute la famille, mes oncles, mes tantes, mes nièces. Bon, j'ai aussi salué par cette occasion ma femme, Maman Léonie Songabao, avec tous nos 4 enfants. Docteur Joe Songabao, l'architecte Carmen. Et puis ma troisième est Près Songabao, et mon fils est Ronel Songabao et ma nièce, Gracia Moufanzala, tout ça à Pretoria. En tout cas, que Dieu nous bénisse, on pourra se voir bientôt. Et surtout, je salue aussi JP Massamba, parce que pour la fondation Songabao, qui est ici sur le pays, qui travaille, c'est dans cette optique-là qu'à part ce que nous avons déjà commencé avec Tokanissa, nous sommes en train maintenant de projeter ensemble, dans le cadre de la fondation, l'érection de l'hôpital gynécologique. Me demander combien de temps ça prendra. Ça aussi, c'est à moyen terme, court terme. Et tous les miens du village Eto, à Douai, dans le Boulungu, donc et tous nos compatriotes congolais, et salut aussi le nouveau gouvernement qui est déjà en place, parce que nous avons trouvé des changements au niveau politique et nous saluons cet effort que le gouvernement est en train de faire. Donc c'est une bonne chose, quoi. Il y a des changements, c'est pour cela où vous regardez le pays. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il s'appelle le docteur Songabao, il est docteur gynécologue obstétricien. Avec lui, on a parlé du cancer du col. Oui, on a parlé de la femme ce soir. Je crois que vous avez retenu quelque chose. Si vous avez une question, vous pouvez nous écrire, le numéro est affiché. En tout cas, on se revoit très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télé haute définition.